Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 4 mai 2020. Merci de nous préférer pour vous informer sur l'actualité de Covid-19. En ce rendez-vous de ce jour, nous ferons le plaisir de faire le point de la situation à maladie à coronavirus au Togo et notre invité, docteur Makeleoube Chandana. Elle est bien sûr médecin, chef division santé maternelle et infantile et planification familiale au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bonjour, bonsoir madame et bonne arrivée. Merci, bonsoir Mathieu. Alors, Covid-19, comment vous la passez ce temps-là de Covid-19, particulièrement à la maison, avec la famille? Merci. Comment est-ce que nous la passons à la maison, particulièrement avec la famille? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, dans le cadre de la riposte, des mesures barrières qui ont été instituées. Oui. Et donc, prioritairement, la mise en application de ces mesures barrières est de règle en famille. Et c'est vrai, par rapport à ces mesures, il y a d'autres mesures qui ont été instituées, notamment la suspension des cours. Oui. Donc, les enfants se retrouvent à la maison et d'office, vous-même, vous savez ce qui va avec. Mais au-delà de ça, en tant que professionnels de santé, nous sommes tout le temps dans nos activités, au bureau, à l'hôpital, Oui. pour offrir des soins. Alors, on sait que après, à part la maison, vous devez être au poste tous les jours parce que c'est le moment ou jamais de sauver des vies humaines et c'est votre domaine de prédilection. Quand vous passez de la maison au boulot, quel constat faites-vous dans la circulation? Est-ce que les gens respectent plus ou moins ces gestes barrières qui sont bien sûr énoncés là par l'État pour pouvoir faire barrer la voie à cette maladie à coronavirus? Merci Mathieu par rapport à cette interpellation. Et c'est vrai que en tant que professionnel, quand nous sillonnons les voies de la maison au lieu de travail, nous avons toujours, je ne sais pas s'il faut appeler ça un tic, pour voir si les mesures qui ont été instituées, est-ce qu'elles sont respectées. Et ne serait-ce que quand nous prenons le port de masque, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile. Ça a été difficile et beaucoup n'en portaient pas. Oui. Mais de plus en plus, ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons senti quand même qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis des personnes. Et il y a une amélioration dans l'application de ces mesures. Et nous espérons que cette amélioration va aller grandissant et que toute la population puisse s'approprier et comprendre que c'est une lutte commune et chacun doit s'impliquer. Parfaitement. À part ce geste, bien sûr, qui consiste à porter les masques si on est dans la circulation ou bien dans un lieu public où on est appelé à côtoyer d'autres personnes, on a senti que ça va plus ou moins bien. Mais il y a d'autres gestes qui ne sont pas vraiment pris en considération du moment où d'aucuns disent que cette maladie à coronavirus, est-ce que ça existe vraiment? Oui. Et nous sommes toujours confrontés à cette situation où parmi toute la masse ou parmi tout le lot, il y a encore des doutes qui subsistent et qui persistent. Des saint Thomas. Et tout à fait, des saint Thomas. Et je profite de l'opportunité qui nous est donnée pour rappeler encore une fois que cette maladie, elle n'est pas inventée, elle est réelle. Et nous avons suivi les actualités, nous avons constaté les dégâts que cette maladie a pu occasionner dans les autres pays qui, normalement, en termes de système sanitaire ou en termes sur le plan économique, étaient mieux nantis que nous, pays africains. Et donc, c'est juste un cri de cœur que nous lançons à nos frères qui jusque-là doutent pour leur dire que cette maladie, elle est réelle, elle existe. Et pas plus, surtout, évidemment, au Togo. Voilà. On va s'intéresser un peu à cette ambiance dans certains lieux publics du pays. Par exemple, les marchés qui demeurent toujours ouverts en ce moment-là. On a senti quand même, par exemple, dans la capitale Lomé, PAM qui a mis en place des dispositifs de lavage de mains, port obligatoire des masques et autres. Mais on a toujours cette cohabitation aussi collée serrée un peu dans les marchés.
parce qu'on est obligé de faire des étalages, côtoyer l'autre, ainsi de là. Quel devait être le comportement, surtout de nos frères commerçants et sœurs commerçantes, qui aujourd'hui sont exposés à ce genre de gestes au jour le jour? Merci par rapport à cette interprétation. C'est vrai que dans les marchés, c'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Et du moment où, c'est vrai, les dispositions ont été prises pour respecter les mesures de distanciation physique ou sociale, si on peut le dire ainsi, et le lavage systématique des mains. Et il a été même recommandé aux revendeuses le port des gants pour éviter que les étalages ne soient à la portée de tout client. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des jours d'affluence dans certains marchés où il est vraiment difficile de contenir toute cette foule-là et de faire respecter ces mesures telles qu'elles ont été instituées ou instaurées. Mais je pense que la direction en charge de ces marchés est à pied d'œuvre. Et de jour en jour, il y a quand même des améliorations qui sont constatées. Et lorsque nous prenons le marché que je connais, le marché d'Agoué, et je sais qu'il y a maintenant des jours où ce marché ne s'anime pas. Okay. Et il y a également des forces de sécurité qui ont été mises à disposition pour réglementer un tant soit peu cette foule-là. Ok. Covid-19, vos questions, c'est aussi le moment de passer à l'actualité concernant la situation de cette maladie au Togo. La rubrique en peu, on se retrouve pour les détails. En cette date du 4 mai 2020 au Togo, il faut noter que la situation est comme sur 43 cas actifs, 74 cas guéris, 9 décès, 126 cas contaminés au total. Et il faut noter avec un petit détail que de nouveaux patients ont été testés positifs sur les 466 dépistés ce matin. Il s'agit bien sûr d'un homme de 29 ans, togolais résident à Gando, qui a une notion de voyage, une femme de 40 ans, togolaise, résident à Dapaon, qui est un contact d'un cas confirmé. Ce qui veut dire que 7 nouveaux patients ont recouvré, bien sûr, la santé, portant à 74 le nombre total des patients guéris de Covid-19 au Togo à cette date du 4 mai 2020. Aucun nouveau décès n'a été enregistré ce matin. À ce jour, le Togo a enregistré 126 cas confirmés de contamination à Covid-19, dont 43 actifs, 74 guéris et 9 décédés au total. 7891 tests de dépistage ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu le tableau de ce jour. On a encore détecté d'autres cas dans certaines localités, par exemple à Gando. On n'avait pas, enfin, de par le passé, on n'avait pas cette information-là. Qu'est-ce qui se passe justement? Bon, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons l'évolution de cette épidémie ou cette maladie dans notre contexte togolais, juste pour rappeler que le premier cas a été identifié en mars 2020, et plus précisément entre le 4 et le 5 mars 2020. Et aujourd'hui, nous sommes au 4 mai. Et ça fait exactement 2 mois environ, ou 8 mois si on peut faire ainsi ces calculs. Dire que dans un délai de 8 mois, nous sommes passés de 1 cas à 126 cas. Donc environ 125 nouveaux cas qui se sont ajoutés. C'est vrai que bien avant cette dernière semaine, c'est-à-dire la semaine du 27, du 27 au 1er mai, la situation semblait être quasi stable, où on n'avait plus notifié de cas. Et cela suscitait une lueur d'espoir en nous. Mais force est de constater que la semaine dernière, nous avons eu
nous avons eu à assister à une augmentation de cas avec des foyers bien précis, notamment un foyer au niveau de la préfecture de Meaux, et un foyer au niveau de la préfecture de Wawa, un autre à Bafilo et un autre à Dapan et aujourd'hui Gando. Toutes ces localités, lorsque vous voyez leur situation géographique, sont d'une manière ou d'une autre frontalières à nos pays limitrophes, notamment le Ghana, lorsque nous prenons le cas exceptionnel des foyers retrouvés au niveau de la préfecture de Meaux. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Ghana est également un pays qui est touché par cette épidémie maladie, oui. Et qui a mis en place des mesures de confinement, tout comme le Togo, et qui, dans la perspective vraiment de retrouver son activité, a réduit certaines mesures. Donc la réduction de ces mesures de confinement a suscité une migration de nos compatriotes qui vivent au Ghana. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo et la frontière Togo-Ghana n'est qu'une frontière, on peut le dire, en griffe virtuelle. Virtuelle, hein. D'autant plus que nous avons des habitants ou des frères qui sont... Des gens qui quittent le Togo pour aller fréquenter au Ghana, quittent Ghana pour venir au Togo. Tout à fait. Donc, ce sont des frontières physiques, même si au jour d'aujourd'hui, de façon officielle, on sait que les frontières terrestres sont fermées. Nous savons quand même qu'il y a des flux de population et le risque est là. Et bon, nous sommes devant le fait accompli. Et par rapport à cela, des mesures sont quand même en train d'être prises pour voir dans quelle mesure renforcer le cordon de sécurité au niveau de ces frontières pour limiter vraiment ce flux. Donc voilà cette situation qui explique l'augmentation de ces cas, aussi bien dans la préfecture de Meaux que dans la préfecture de la Savane, dans la préfecture de Tone ou Saint-Cassé ou Mango, ou globalement dans la région des Savanes. Voilà. Mais ce qu'on a comme impression d'analyser en cette situation, c'est que sur le terrain, il y a des contaminations qui se font sur place. Comment cela est possible? C'est des gens qui viennent contaminer, ou bien c'est des gens qui développaient des maladies de par le passé, mais qui ne savaient pas réellement ce qui était en train de se passer. Okay. Oui, lorsque nous prenons le mode de transmission de cette maladie et même ces manifestations cliniques, il est dit que sur 10 patients, sur 10 patients, il y a 8 qui ne développent aucun signe, que nous appelons communément des patients asymptomatiques. Voilà. Donc, devant ces situations d'un patient qui ne souffre d'aucun symptôme et qui aurait probablement été en contact avec un cas confirmé, s'il n'a pas été retrouvé comme un cas contact et s'il n'a pas eu à bénéficier d'un test pour confirmer sa positivité ou pas, vous voyez que ce patient constitue un foyer de contamination et de propagation de la maladie. Donc, dans cette situation, devant un tel patient qui entre en contact avec son environnement ou d'autres individus, il va de soi qu'on puisse retrouver des cas qui soient positifs et qui n'aient pas forcément une notion de contact avec un patient qui avait été préalablement confirmé positif au Covid-19 ou pas. Donc voilà un peu ces situations qui font que dans la communauté, on a de façon sporadique des cas qui sont dépistés positifs, mais qui n'ont pas forcément une notion de voyage, puisqu'au départ, nous étions partis sur cette base de notion de voyage dans un pays où la maladie sévit, ou être en contact avec un cas confirmé. Donc, il y a des gens comme ça qui ont été dépistés, mais qui n'ont pas forcément une notion de contact avec un cas confirmé et qui ne savent pas, où est-ce qu'ils ont eu
À se faire contaminer. Voilà, à se faire contaminer. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'attirer l'attention des uns des autres, surtout ceux qui vivent au niveau de ces frontières, là où il n'y a pas vraiment une sécurité aussi renforcée, parce qu'on sait que quoi qu'on dira, bien sûr, de ces pays de la sous-région ouest-africaine, c'est une question de un Togolais qui vit peut-être à Sanvi Kondi, a un parent à Hila Kondi, oui, donc c'est vite fait. Ce qui veut dire que les gens doivent redoubler beaucoup plus d'efforts pour venir à bout à cette maladie, à coronavirus. Si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission COVID-19 à vos questions, nous allons passer bien sûr à l'étape des questions-réponses. Des questions-réponses avec notre invité de ce jour. Et pour, bien sûr, poser la question à notre invité, vous faites bien d'aller sur notre plateforme et laisser la question sur le 70 26 76 76. 70 26 76 76. Et la première question, nous allons passer à la toute première question de cette émission. Comment vous faites pour guérir les malades de Covid? Ça, c'est une question qui revient très souvent. OK. Merci aux téléspectateurs qui ont envoyé cette question. Par rapport à la prise en charge des malades de Covid, oui. Nous avons plusieurs circuits. Une fois que vous êtes confirmé, après le test, vous êtes référé dans la structure de prise en charge. Ouais. Qui est au niveau national et ici, qui représente le CHR Lomé Commune, situé au niveau de Kégué. Et donc, dès que vous êtes dépisté, il y a un protocole de prise en charge qui est institué. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques tout autour de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de la distromycine. Et le Togo a adopté ce protocole pour la prise en charge de ces patients. La prise en charge ne se limite pas seulement à l'administration de ce médicament ou bien de ces médicaments, selon le tableau clinique que le patient présente, oui. Puisque certains, au-delà de l'infection au Covid-19, présentaient d'autres tableaux cliniques. Donc, ces maladies sous-jacentes ou ces morbidités que présentaient ces patients sont également prises en charge. Lorsqu'il s'agit, par exemple, du diabète, on va essayer d'équilibrer la glycémie de la personne. Si c'est l'hypertension artérielle, on va essayer de normaliser les chiffres tensionnels, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qui est mis en place, le dispositif qui est mis en place pour prendre en charge ces malades de coronavirus dans ce centre de prise en charge. Voilà. En résumé, ce qui vient à dire que un cas testé positif qui atterrit au centre de prise en charge à Lomé, au centre régional hospitalier de Lomé qui se trouve à Kégué. Si le patient traîne déjà quelque tard, on traite tout. On le traite de façon holistique. On le traite de façon holistique. On ne traite pas que le Covid. On ne se limite pas seulement au Covid. Voilà. Et au-delà du traitement, il y a quand même une surveillance qui est faite. Et au bout d'un certain nombre de jours, 5 jours approximativement, on procède au premier test pour voir si la charge virale persiste ou pas. Et si c'est le cas, on reprend le test au second jour. Oui. Et pour ces 2 tests, le patient revient avec une charge virale négative, on le déclare guéri et donc on le sort du circuit de prise en charge. Voilà. Parfait. Nous allons passer à une autre question posée par nos téléspectateurs. Bonne émission, chers panélistes. La situation d'apparemment m'inquiète par rapport au jeune homme décédé suite au Covid et enterré par ses parents. Quelles précautions prendre? Pourquoi cela? Une erreur médicale ou un sabotage de ce qui se fait déjà sur le terrain?
Oui, bon, c'est une erreur médicale ou un sabotage. Je ne dirais pas que c'est ni une erreur médicale, ni un sabotage. Et c'est vrai que dans ce contexte actuel, il est difficile qu'on dise que mon parent est décédé et que c'est une tierce personne qui l'enterre sans que je puisse le savoir ou le voir. Donc il y a tous ces contextes culturels également qui ont influé sur cette approche-là. Voilà. On va prendre également une autre question de nos amis les téléspectateurs. La question nous dit ce qui suit. Salut mes chers, quelle est la situation du Covid à Dapan, s'il vous plaît? Ensuite, pourquoi pas de couvre-feu à Dapan du moment où les gens ne prennent pas le mal au sérieux? Ok, question très pertinente, oui, à deux volets. Et la situation actuelle du Covid à Dapan, au jour d'aujourd'hui, dans la région des savanes de façon globale, nous avons enregistré 9 cas confirmés de Covid. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur les 9 cas, la semaine dernière, nous avons eu enregistré 2 cas de décès. Voilà. Et en plus, parmi les 9 cas, il y a les 2 cas d'aujourd'hui. Voilà. Donc, un cas à Gando. Voilà, un cas à Dapan. OK. Et donc, par rapport au couvre-feu, je pense que la mise en œuvre de cette mesure se fait de façon progressive. Okay. On avait commencé par le Grand Lomé. Et lorsque nous avons su que dans la région centrale, la situation tendait à ne pas être aussi stable et qu'il y avait une augmentation de ces cas, on a étendu cette mesure-là dans la région centrale. Et on verra avec l'évolution dans la région des savanes, il se pourrait, et nous laissons cela à la discrétion des autorités, que cette mesure-là puisse également s'étendre dans cette région. Je pense que le téléspectateur qui a posé la question peut-être serait de cette région-là, mais qui dit la région des savanes doit aussi penser aussi à la préfecture de Meaux, parce qu'il y a aussi des cas qui se font détecter là-bas. Bon, la région centrale et la préfecture de Meaux, c'est un peu vers le Ghana. Oui, mais ça fait partie de la région centrale. Ok. Voilà. Parfait. Une autre question de téléspectateurs. Jusqu'alors, les mesures barrières sont prises à la légère dans certaines villes du Togo, Tchamba et ses environs. Kamboli, Goubi, Balanka, Kouloumi, c'est des villes qui fréquentent souvent, c'est des gens qui fréquentent souvent le Nigeria et le Bénin. Il ne sera pas bien que des autorités prennent vite les mesures pour éviter les risques. Il faut dire que cette partie de la région centrale, les gens qui vivent là-bas ont l'habitude d'aller souvent vers le Bénin, passant par le Bénin pour aller au Nigeria. Une plaque tournante par rapport à nos pays limitrophes. Vous voyez déjà préfecture de Meaux avec le Ghana. Il en est de même que Tchamba, Kamboli, qui sont vraiment des villes frontalières avec le Bénin. Et je pense que ce sont ces genres de messages qui sont intéressants parce que ça montre que d'une part, certaines populations ont quand même pris conscience que le mal est réel et qu'il faut vraiment agir. Et je pense que pour agir, d'une manière ou d'une autre, nous devons communiquer tout autour. Et en attendant que les décisions au niveau national ne puissent suivre. Et c'est aussi le rôle des acteurs communautaires pour pouvoir sensibiliser les populations, les chefs du village, les CVD, CDQ. Nous avons ce que nous appelons les agents de santé communautaire. Bref, tous ces acteurs qui œuvrent pour le développement communal ou local doivent vraiment s'investir à fond dans cette situation-là et sensibiliser les populations par rapport à ces migrations. C'est vraiment l'occasion pour ces autorités aussi au plan local d'agir, par exemple pour la préfecture de Meaux. Mairie de Meaux 1 ou bien Meaux 2, il y a le maire Mampoung qui est là-bas, qui devait essayer de voir avec ses
amis, ses frères et sœurs de Tindiassi. Tindiassi, c'est banalement à 100 francs. Hein, à 100 francs si vous prenez des millions pour aller dans le Ghana. Oui. C'est une localité un peu frontalière avec le Ghana. Donc, tous ceux-là qui vivent là-bas sont habitués à aller beaucoup plus dans le Ghana que de venir peut-être vers Sokodé, venir payer des choses ou bien aller vers Kara. Oui, même pour les soins, il y en a qui quittent juste Kabul et les frontières là. Ils vont au Bénin, ils reviennent. Donc je pense que parfois aussi, ils n'y vont pas par plaisir, c'est par nécessité. Oui, c'est un besoin. Mais nous devons comprendre que nous sommes devant une situation particulière qui a été nommé état d'urgence sanitaire. Donc tout le monde doit prendre conscience qu'il est important de faire un tant soit peu de petits sacrifices pour qu'on puisse endiguer le mal. Parfait. La question suivante nous dit Sekichu. Bonsoir à vous et merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Ma question est celle-ci. Si nous savons que le savon, la solution hydroalcoolique peut tuer le virus Covid-19. Alors pourquoi ne pas penser à utiliser ces composantes pour voir comment trouver un vaccin juste? Une réflexion d'un non-ignorant. Voilà. Oui, bon. Puisque vous nous dites de se laver c'est une réflexion et toute réflexion dans ce contexte particulier est la bienvenue. Lorsque nous prenons les compositions de ces différents ou les constituants de ces différents éléments, le savon, le gel hydroalcoolique, en faire un vaccin, bon, nous allons laisser cela à la discrétion des chercheurs, mais pour l'instant, utilisons ce savon et le gel hydroalcoolique pour le lavage des mains régulièrement, comme on nous l'a recommandé. Dans le cadre des gestes barrières, bien sûr. Dans le cadre de la mise en œuvre des différents gestes barrières qui ont été instaurés pour la lutte contre le Covid. Beaucoup de choses se disent quand même par rapport à l'utilisation de ces gels-là. On dit, mais si c'est comme ça, pourquoi ne pas les mettre peut-être dans les seringues, commencer par l'injecter aux gens pour les faire guérir. Donc, il faut prendre des tisanes et autres. Il faut voir, est-ce que ces compositions-là peuvent être inoculées à l'individu? Voilà. Parce que ici, c'est la surface externe du corps. C'est le corps, c'est la main, il faut laver. Mais est-ce qu'on peut l'injecter par rapport à leur composition? Est-ce que ça ne constitue pas, ça ne va pas poser, comment est-ce que je dirais ça? Des dommages. Un problème d'innocuité dans l'organisme de l'individu. Donc voilà, tous ces éléments qui nécessitent quand même des études, des réflexions, des recherches approfondies pour pouvoir... Mais pour constituer un vaccin, il faut partir du germe ou des gènes de l'agent pathogène pour pouvoir constituer le vaccin. Et l'agent pathogène n'est pas contenu dans le savon ni dans le gel hydroalcoolique. Voilà. Nous allons également en répondre à une autre question de nos amis téléspectateurs. Avec quoi guérissez-vous les malades atteints du Covid-19? Est-ce que ce produit avec lequel vous guérissez les malades n'aura pas d'effet secondaire? Est-ce que ces produits, tout produit a un effet secondaire ou indésirable selon la dose à laquelle ce produit a été administré. Donc les produits qui sont actuellement utilisés pour la prise en charge ou pour le traitement des malades de Covid, je viens de le dire, nous avons l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui sont des produits. Et l'hydroxychloroquine a été antérieurement utilisée en Afrique dans le cadre de la prise en charge du paludisme. L'azithromycine, c'est un antibiotique qui est assez utilisé pour des traitements des infections de la sphère otorhinolaryngologie. Bref, pour dire que ces médicaments ne sont pas nouveaux. Et avant de les administrer, on l'adapte également en fonction de l'état clinique du patient, en fonction de son poids, etc., pour éviter la survenue des effets indésirables ou des effets secondaires. Alors, mais d'aucuns disent que pourquoi ne pas peut-être prescrire
ce produit chloroquine qui est enfin un produit très connu des Africains. Plus de 40 ans déjà, on l'utilise en Afrique, on n'a pas vraiment de soucis, hein, visiblement. Mais pourquoi ne pas prescrire ça à tout le monde pour qu'on puisse commencer par l'utiliser? Oui, je ne vais pas te laisser continuer. La chloroquine n'est pas utilisée en prévention. Et elle est utilisée en traitement curatif. Voilà. Mais de quoi aussi parle également de la chimioprophylaxie, oui, c'est ça, non? Il faut tester, il faut prendre certains corps. Si nous prenons, vous qui êtes bien sûr du domaine de la santé, on vous donne bien sûr ces produits-là que vous utilisez. Par exemple, les conducteurs de taxis moto, communément appelés les émigrants, également ceux qui sont au marché pour qu'on puisse peut-être minimiser un peu le niveau du risque. La chimioprophylaxie dans le cadre du Covid. Du Covid. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Et ce qui peut constituer, lorsqu'on parle de chimioprophylaxie, c'est la prévention à travers des médicaments. Okay. Au jour d'aujourd'hui, les seules mesures de prévention qui ont été instituées dans le cadre de la lutte anti-Covid-19, c'est l'application ou le respect des mesures barrières. Voilà. Donc, c'est le seul moyen de prévention ou les seuls moyens de prévention institués. Et chimioprophylaxie dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, à ma connaissance, il n'y en a pas. Voilà. Et maintenant, ne nuançons pas également les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux quand tu as une éventualité d'un vaccin contre le Covid-19. Ceci également constitue des rumeurs et je profite de cette occasion aussi pour dire que nous devons vraiment nous fier aux sources officielles. Les sources officielles que sont les chaînes, les télévisions nationales qui nous apportent en temps réel les informations actualisées. Et je pense que vous le faites déjà bien, et merci. Nous vous félicitons pour cela. Et nous espérons aussi que les informations que vous devez relayer auprès de la population soient des informations exactes et réelles pour qu'ils puissent vraiment savoir que quelque chose est fait et faire attention aux différentes informations qui circulent sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle nous vous recevons sur ce plateau. Merci. Pour avoir le cœur net. Merci. La question suivante. Quelles sont les mesures à ce jour pour réellement endiguer la propagation du virus? Pourquoi ne pas utiliser des drones pour pulvériser les lieux suspects? Avez-vous pensé à intégrer le digital dans les solutions? Les mesures pour... Les mesures pour endiguer réellement la propagation du virus. Et je ne vais pas paraphraser une éminente personnalité qui a dit que nous sommes en guerre. Et cette guerre, c'est une guerre virtuelle. On ne voit pas l'armée en question. L'ennemi il est invisible. Cependant, les moyens quand même pour venir à bout sont à notre portée. Et donc, pour pouvoir réellement endiguer le Covid-19, c'est les mesures barrières. Et nous n'aurons de cesse de rappeler ces mesures, notamment le lavage systématique et régulier des mains avec le savon et du gel hydroalcoolique. Et nous avons également comme mesure le respect des mesures de distanciation physique ou sociale et rester à distance de 1 mètre, éviter les regroupements. Et ça, je pense que nous devons vraiment insister là-dessus. Parlant de respect, nous avons l'impression que jusqu'à ce jour, cette mesure-là a du mal ou prend de la peine à être vraiment appliquée. Et nous sommes confrontés devant certaines situations de voir des gens toujours regroupés. Et donc, je pense qu'il est très important de respecter ces mesures-là. Parce que vous ne savez pas au jour d'aujourd'hui qui est porteur et qui n'est pas porteur de ce virus. Autre mesure de prévention instituée, c'est le port des masques.
Et toutes ces mesures visent à nous protéger contre une éventuelle ou probable contamination, mais également à protéger notre environnement. Et nous avons aussi constaté que le port du masque, c'est vrai qu'il n'est pas systématique. Et parfois, on a l'impression qu'on le porte pour les agents de sécurité qui sont postés aux différents feux tricolores. Et donc, il est important que chaque personne puisse se l'approprier et le porter correctement. Parfois, nous voyons les gens porter le masque sous le menton ou sous les yeux. Et c'est au moment où ils veulent parler, voilà. bien sûr. Hein? En fait, lorsque nous prenons le mode de transmission de ce virus qui se fait par les gouttelettes salivaires lorsque nous toussons ou lorsque nous éternuons, le masque doit nous protéger contre ces gouttelettes-là. Donc, il faudra protéger et le nez et la bouche lorsque nous portons le masque. Et cette face externe qui est censée recevoir ces germes-là ne doit pas être... on ne doit pas porter la main sur cette face externe et donc le masque doit se tirer à travers les cordons qui sont latéralement mis en place. Donc, il est important quand même que nous puissions également le porter correctement pour être protégé, pour être sûr d'être protégé, parce que le porter sous le menton et penser être protégé, et je ne pense pas qu'on sera protégé. Et le porter au-delà du nez ou de la bouche également ne nous garantit pas une protection contre le virus. Parfait. Voilà. Le deuxième volet de sa question, c'est bien sûr la pulvérisation de certains lieux suspects. Qu'en pensez-vous? Parce qu'on voit souvent dans certaines images de certains pays ce qui se fait, mais au Togo, pour le moment, on n'a pas ça, enfin, d'une façon visible. Hein. Oui, je pense que ça dépend de... Les mesures disponibles ou qui sont à la portée de chaque pays. Mais dans notre contexte, je sais qu'avec l'Agence nationale de salubrité publique, il y a quelque chose qui est fait dans les marchés où il y a une pulvérisation hebdomadaire qui se fait dans ces marchés. C'est vrai que ce n'est pas avec les drones, comme le téléspectateur le suggère, mais il y a quand même cette pulvérisation-là qui se fait de façon systématique pour les marchés qui sont très fréquentés. Et dans certains endroits aussi, des lieux suspects, il y a l'Agence nationale qui intervient pour pulvériser ou désinfecter ces lieux. Il parle aussi des moyens digitaux. Les moyens digitaux comme... l'Internet, ce qui se fait déjà. Hein. Oui, bon, je pense qu'on essaie de le faire. Bon, c'est vrai que par ces moyens, nous utilisons plus la communication par ces moyens. Bon, les réflexions seront en cours, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux en utilisant ces moyens. Et je pense que essentiellement la communication et la vraie communication. Merci beaucoup. La question suivante nous dit ce qui suit. Bonsoir tout le monde, merci pour l'émission. Pourquoi ne pas rendre obligatoire le port de masque sur toute l'étendue du territoire? Les forces de l'ordre anti-pandémie ne peuvent-ils pas contrôler les titamènes qui aident les gens à franchir les frontières et les punir selon la loi? Ça, c'est un cas, il a détecté un fait qui se passe peut-être inaperçu. Oui. Et comme il le dit, lorsqu'on fait passer les gens clandestins, c'est pas évident que les forces de sécurité puissent s'en apercevoir. Voilà, donc c'est au cas par cas. Et je pense que dans la mesure où ils constatent qu'il y a ces situations-là, et je parie et j'ai la certitude qu'ils agissent quand même. Mais néanmoins, c'est des suggestions que nous devons toujours prendre en compte, étudier la question et voir comment on peut améliorer ces dispositifs. C'est vrai qu'on dit que les marchandises peuvent être convoyées d'une zone à une autre,
Mais comme on le dit, à travers ce convoyage, il y a quand même des gens qui se glissent entre les colis, etc., pour pouvoir passer les différentes barrières qui sont mises en place. Donc, il y a nécessité de renforcer la vigilance des forces de sécurité qui sont mises en place. Le port de masque obligatoire? Je dirais que c'est vrai que la note formelle n'est pas... n'est pas sorti, acté, mais nous sommes dans cette tendance de port systématique des masques. Si vous vous rappelez, dès les tout débuts de l'épidémie ou de la pandémie, on insistait surtout sur le port du masque. Si vous toussez, ou si vous éternuez, ou si vous avez grippe, etc., etc. Mais actuellement, nous avons dépassé et cela. Et c'est même pour cela que la force anti-pandémique a été mise en place pour contrôler justement le port de ces masques-là aux différents feux tricolores. Donc, je pense que nous tendons vers la systématisation du port de masque au sein de nos populations. Parfait. Nous tendons vers la fin, bien sûr, de l'émission, mais on va encore prendre quelques questions pour pouvoir boucler l'émission en toute beauté. À Madagascar, il y a un produit. Pourquoi on ne fait pas confiance aux produits africains? Avec quel produit traite-t-on enfin les malades de CHR Lomé commune? Vous l'avez déjà dit, mais pourquoi ne pas peut-être utiliser la potion magique du président Rajoli? Oui. En matière d'utilisation d'un produit, de la pharmacopée humaine et même animale, je pense qu'il y a un certain nombre de normes, un certain nombre de critères, une certaine éthique que l'on se doit de respecter. Donc, on se doit de respecter. On administrera un médicament sans avoir passé par certains préalables, pour s'assurer de l'efficacité de ce médicament, pour s'assurer que ce médicament ne va pas entraîner des dégâts sur l'organisme, sur l'être humain qui va inoculer ou bien qui va ingurgiter ce médicament-là. C'est vrai que le Madagascar, depuis quelques semaines, fait la promotion de ce produit qui a été mis en place, et un produit qui est de la pharmacopée africaine. Et dans le même cadre, je pense que au niveau national également, il y a une commission ad hoc qui a été mise en place au niveau de l'Université de Lomé, qui travaille en partenariat avec nos praticiens tradithérapeutes. Et donc, cette question, je suis sûre qu'elle est en étude. Et si on se rend compte que ce que le Madagascar propose peut être également utilisé dans le contexte togolais, on pourra y arriver là. Actuellement, le protocole que nous utilisons, il n'est pas statique. Il est dynamique en fonction de l'évolution de la maladie et également de l'évolution des recherches cliniques. Parfait. Docteur Makiloub Tchandana, je rappelle bien sûr que vous êtes médecin, chef division santé maternelle et infantile et planification familiale au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Un message à l'endroit de ceux qui nous suivent ou un mot? Oui, plusieurs messages, si vous le permettez. Oui. Le tout premier, c'est vraiment de rappeler les mesures barrières. Pour dire qu'il est important que nous approprions ces mesures. Nous avons que c'est pas évident, ça ne fait pas partie de nos habitudes, mais il faut quand même que nous puissions y adhérer et progressivement qu'on puisse se l'approprier et l'appliquer convenablement pour le bien de nous tous. Ça, c'est le premier. Voilà. Le second message, c'est toujours par rapport aux rumeurs
et aux informations que nous recevons sur nos réseaux sociaux, il est important de faire une analyse de ces informations, de vérifier la source de ces informations avant de les diffuser dans n'importe quel, dans les groupes. Et nous avons eu vent d'un éventuel ou d'une éventuelle vaccination qui est en cours dans des localités de la région Lomé commune, notamment à Baguida et à Pota, contre le Covid-19 et qui a alerté ou bien qui a engendré une certaine rétraction au niveau des populations. Et juste pour dire qu'on ne peut pas introduire un vaccin sans une approbation de l'autorité de réglementation. Ouais. Voilà. Et donc, il est important de faire confiance aux autorités sanitaires sur tous les protocoles et dispositions qui sont mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Okay. Et rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas question d'un vaccin contre le Covid. En fait, c'était un cas de suspicion de maladie à poliovirus, que nous appelons communément poliomyélite. Et c'est une maladie à potentiel épidémique. Et devant toute suspicion d'une maladie à potentiel épidémique, il y a des investigations qui sont faites. Et la visite qui a eu lieu à Baguida et à Pota, dans la région Lomé commune, rentre dans le cadre de ces investigations. Il ne s'agit donc aucunement d'un vaccin anti-Covid qui doit être injecté ou inoculé aux populations. Parfait. Voilà. Et la dernière peut-être? La dernière peut-être, c'est remercier tous les acteurs qui sont au front dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Et nous remercier nous tous et dire que beaucoup reste à venir. Nous devons nous armer de courage pour pouvoir véritablement venir au bout de cette maladie. Et nous allons encore une fois sensibiliser nos frères, nos sœurs sur le respect des mesures barrières, aussi bien individuelles que collectives. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Nous vous disons merci pour votre disponibilité, surtout pour les explications apportées celles-là. Je rappelle que vous êtes bien sûr Dr Makilioupe Chandana, médecin, chef division santé maternelle et infantile et planification familiale au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité légendaire. Derrière nous, c'est l'info. À très vite.